Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct se retrouve ce mercredi matin avec Monsieur Farhat Etali, chef d'entreprise, expert financier. Monsieur Farhat Etali, merci d'être parmi nous. Merci à vous. Première fois à Radio M. Avec Hassan Haddouche, on est dans un état d'esprit un peu particulier ce matin parce qu'on a devant nous quelqu'un qui est habituellement plus critique vis-à-vis des politiques publiques et des prévisions que nous le sommes nous-mêmes. Ça va peut-être un peu changer les rôles, hein. Peut-être, voilà. Voilà, alors, Monsieur Farhat Ali, l'avantage avec vous, c'est que vous affirmez beaucoup de choses dans le débat public, vous faites des prévisions, vous n'avez pas peur de prendre des pronostics. L'un des pronostics que vous avez pris, c'est d'annoncer, je crois dès avril 2015, que l'Algérie reviendrait à l'endettement en 2016. Est-ce qu'on peut considérer que ce pronostic est juste? Nous sommes à la dernière émission de 2016 et donc on peut tirer le bilan de 2016. Bon, si on considère déjà l'endettement extérieur à hauteur de 900 millions de dollars auprès de la BAD, c'est un retour à l'endettement. Bon, c'est beaucoup plus pour lever le tabou que pour compenser quand même nos besoins financiers futurs en matière de... Donc vous avez vu juste de ce côté-là, mais j'imagine que vous ne visiez pas uniquement l'endettement extérieur. Non, je visais surtout l'endettement intérieur. Il y avait déjà une dette de 1230 milliards de dinars auprès des banques primaires locales, des banques de la place. C'est les banques du Trésor. Elles détiennent des créances sur le Trésor de 1230 milliards de dinars. À quelle date? Pratiquement, qui date de 2012-2013. Et c'est un cumul qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui n'a jamais été épongé. Ça a augmenté un peu. Non, justement, le problème qui se pose avant même d'augmenter, ça générait régulièrement 43 milliards de dinars d'intérêts payables par le Trésor à ces banques et pratiquement qui sont régulièrement inscrits au budget de fonctionnement de l'État. C'est l'un des postes du budget de fonctionnement. Le problème qui se posait en 2015, c'est qu'il était évident que le fonds de régulation allait pratiquement être érodé du gros de ces détentions, au-delà quand même des 740 milliards de dinars. Pour expliquer à nos amis auditeurs, le changement en 2016, c'est qu'on allait cesser de financer le déficit budgétaire par les excédents du FRR, du Fonds de régulation, ce qu'on avait fait en 2014 et en 2015, et on allait être obligé de trouver de nouvelles ressources. Il se trouve que moi j'ai parlé déjà du FRR à partir de 2009. Si on suit la logique de ce fonds, à partir de 2006, il a quitté sa vocation initiale qui était celle d'être une cagnotte pour les mauvais jours et aussi d'être un fonds de financement de la dette publique interne et externe. On était censé rembourser la dette. Donc le fonds de régulation avait servi à cette tâche initiale jusqu'à 2006. À partir de 2006, un texte de loi, dans une loi de finances, on a introduit la possibilité de prendre en charge le déficit budgétaire de l'exercice lui-même. Mais ces déficits budgétaires, c'est un peu factice parce qu'on avait choisi de retenir sur $37 justement, alors que le pétrole était à plus de 100 et c'est ça qui a provoqué le déficit. Justement, ces fameux déficits qui étaient factices, on les prélevait régulièrement jusqu'à 2009 sur les disponibilités du fonds de régulation. Mais ce fonds recevait régulièrement plus qu'on en prélevait. Mais à partir de 2009, il y a eu le phénomène inverse. À partir de 2009, on peut constater que les prélèvements dépassaient les versements. Et à partir de là, si on n'avait pas déjà un excédent antérieur à 2009, on pouvait dire qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement, si le solde était à zéro en 2009, ce serait une catastrophe. Parce qu'à partir de 2009, on ne pouvait plus parler d'un fonds de régulation. Il était devenu quasiment virtuel. Alors, le gouvernement a eu recours donc à l'endettement intérieur. Nouvelle démarche. Il y a eu cette première, on n'a pas eu le temps de revenir dessus, Hassan, cette première tentative de mobiliser de la ressource sur les marchés, notamment de la liquidité, avec l'opération de mise en conformité fiscale. Vous avez été un cadre du secteur des finances, vous êtes un spécialiste de la fiscalité, et je crois que dès le départ, vous avez pointé la faiblesse et les lacunes de cette opération. Moi, j'en avais parlé d'ailleurs avec le directeur général des impôts en public, en disant premièrement qu'il y avait un effet psychologique qui était attendu normalement de ce genre d'opération. On ne pouvait pas faire une opération d'ouverture envers les redevables récalcitrants et en même temps la miner avec des paragraphes qui prévoient une forme de suspicion vis-à-vis de l'origine des fonds.
À l'époque, j'avais dit que si l'État avait besoin de mettre pratiquement en évidence tous les fonds qu'il estime être dangereux dans la sphère informelle, pour une raison ou pour une autre, l'origine fictive des fonds ne devait pas s'arrêter à la fraude fiscale éventuelle. Pratiquement tout fonds confondu. Moi, je ne peux pas parler de dette ijramia, comme ils disent, ou je ne peux pas parler de fonds d'origine criminelle. On criminalise le détenteur des fonds, pas les fonds. À partir du moment où ce monsieur, moi je n'ai aucune preuve que lui-même est un trafiquant de drogue ou un terroriste potentiel, quelque chose dans ce goût-là, moi c'est l'argent qui m'intéresse. Ça a été rébarbatif parce que quand on intègre ce genre de restrictions, mais sans en préciser aussi les modalités d'application. Il m'est arrivé de rencontrer des cadres des finances qui disaient non, les banques n'ont pas le droit de demander à ce monsieur, l'autre qui vous dit non, les banques doivent contrôler. On s'est retrouvé avec un redevable, un détenteur de capitaux qui avait peur d'une double lecture de son Monsieur destin. Ettali, vous pensez vraiment que c'est la principale raison qui a fait qu'il n'y a pas eu d'afflux de fonds de l'informel? Pourquoi je dis que c'est la principale raison? Si on avait écarté cette raison-là, on aurait laissé pratiquement pratiquement le chemin ouvert à toute bonne volonté, sans y incruster la suspicion. Alors vous dites quand même que il y a cet aspect, mais après vous dites que quand on ramène ces fonds de l'informel pour les mettre dans le circuit formel, on devient un contribuable normal. Et en Algérie, vous posez la question, le contribuable normal, c'est quand même difficile. Justement. Pression fiscale trop élevée. Quand nous avons une administration qui n'est pas outillée, qui n'est pas motivé aussi pour pratiquement élargir, non pas l'assiette fiscale, mais élargir les niches fiscales dans les mêmes activités. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'on a des problèmes de recettes, chaque fois que l'État a des besoins en recettes ordinaires, on essaie pratiquement de ponctionner l'élément visible, la partie visible de l'iceberg. Automatiquement, chaque fois qu'on ponctionne la partie visible, la partie invisible elle augmente. Donc l'iceberg s'enfonce un peu plus. Un peu plus. Quand je parlais de pression fiscale, prenons le gouvernement français. Ses recettes globales ordinaires, toutes fiscalités confondues, sont de 300 milliards d'euros pour 2860 milliards d'euros de PIB. Donc là, on se retrouve à peu près avec 11%. Prenons notre PIB actuel. En dinars courant pratiquement aux environs de 15 700 milliards de dinars. Et prenons la fiscalité ordinaire. Elle est pratiquement de 2200 pour 2016, mais avec des projections presque à 3000 pour 2017. Vous trouvez logique avec un pays en plus qui a des recettes autres que la fiscalité ordinaire, parce que l'État déjà est prélève en avant la fiscalité pétrolière. J'en profite pour vous poser une question. Est-ce qu'on n'a pas raté, je l'ai posé à d'autres économistes ici, est-ce qu'on n'a pas raté une grosse opportunité historique pour remettre à plat notre fiscalité pendant la période où le pétrole était très élevé? Mais justement, on rate toujours les bonnes occasions quand nous sommes à l'aise dans de toute façon, dans tous les domaines d'activité possibles et imaginables. On ne parle pas qu'en fiscalité. Durant les années 90, on a survécu à toutes sortes de tempêtes budgétaires, sécuritaires, même à la limite existentielles. Mais dès que c'était le beau temps, dès que la mer ne s'agitait plus, c'est justement dans nos têtes que commençait l'agitation, où chacun venait avec un petit peu sa petite doctrine personnelle. Monsieur Ettali, moi j'ai du mal à m'insérer dans votre façon de raisonner. Une seconde, je voulais poser, pour ne pas perdre le fil sur la question de la fiscalité, est-ce qu'on peut enlever au moins, il y a une pression, un lobbying, on peut le dire comme ça, d'une partie de l'entrepreneuriat, vous êtes chef d'entreprise, vous le connaissez, pour supprimer au moins la TAP, parce qu'on considère que c'est la taxe qui pousse le plus à l'informel parce qu'elle taxe le chiffre d'affaires. La TAP, est-ce que c'est possible de la faire disparaître complètement? Justement, les défenseurs de cette taxe, abstraction en fait bien sûr de son apport réel au budget des collectivités locales, la défendent comme étant la source principale de revenus pour ces collectivités. Alors que dans les faits, les chiffres d'ailleurs présentés par le ministre récemment ne cadrent pas avec les réalités fiscales. Dans les faits, elle ne rapporte pas plus d'1 milliard de dollars, toute ponction confondue. Alors que $1 milliard de dollars, c'est beaucoup, quand même. Non, c'est pas beaucoup pour 1544 communes et des wilayas. Donc, si on divise tout ça par les collectivités locales, on se retrouve à peu près avec, grosso modo, quelque chose comme 650 000 dollars. Donc l'État peut se permettre de la supprimer, mais à ce moment-là... Vous pensez logiquement qu'avec 650 000 dollars, c'est un budget communal? Et encore, ça c'est une moyenne, parce que elle rapporte pas. Par contre, les 15% de TVA,
Si on augmentait la part des collectivités locales de 2 points sur la TVA prélevée au niveau national, que ce soit à l'importation ou à l'intérieur, on pourrait compenser ce fameux milliard en repoussant l'une des causes principales de fraude. De fraude. Monsieur Etali, moi je voudrais qu'on mette un peu d'ordre dans notre discussion parce que bon, on part dans tous les sens là. On parle d'endettement. Donc on parlait tout à l'heure d'endettement, on a dit qu'il y a un retour, vous êtes tous d'accord, retour à l'endettement extérieur. Bon, on parlera du FRR, des taxes tout à l'heure. Bon, un retour à l'endettement extérieur, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose? Ça dépend maintenant à quoi est destiné cet endettement. Si c'est pour compenser les trous du trésor sur les dépenses budgétaires, c'est une très mauvaise chose. Bien. Maintenant, si c'est un endettement ciblé, où des entreprises fiables présentent des projets fiables, qu'elles soient publics ou privés, et qu'elles soient garanties par les banques primaires locales, mais dans le cadre vraiment d'investissement qui tient la route à la rentabilité assez vérifiée, ce n'est pas une mauvaise chose. Très bien. Bon. Deuxièmement, il y a un développement au cours des dernières années, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vos chiffres, au cours des dernières années de l'endettement interne. Il y a cet endettement interne aujourd'hui, il reste à des niveaux relativement raisonnables en Algérie. Bon. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore une marge de manœuvre importante pour les pouvoirs publics en Algérie en matière de développement de l'endettement interne? Le problème, c'est quand on prend les ratios universellement admis, effectivement, nous sommes à l'aise. Mais quand on prend les sources d'endettement, le créancier potentiel, c'est qui? Parce que quand on parle de dette, il faut bien la devoir à quelqu'un. Le créancier potentiel, visible, c'est les banques primaires de la place, qui sont elles-mêmes, quelque part, débitrices de leurs propres capitaux sociaux au même débiteur, qui est le trésor public. Donc on ne peut pas ponctionner nos propres banques sur leurs réserves pour essayer de sauver le trésor et leur promettre des recapitalisations comme c'est prévu d'ailleurs dans la loi de finances pour 2017 avec laquelle bien sûr elles iront prélever 9 ou 10 fois à la Banque d'Algérie. C'est l'émission qui s'emballe. Et donc ça c'est ce que vous dites est important. Ça vaut en particulier non pas pour la mise en conformité fiscale qui est une opération anecdotique, mais ça vaut pour l'emprunt obligataire d'État. Ça vaut exactement. Alors le bilan a été donné. Comment est-ce que vous le commentez, le bilan de cette opération? Déjà, il faudrait revenir déjà à la genèse, la manière dont on a présenté l'emprunt obligataire, en appelant emprunt de croissance économique destiné à des activités d'investissement rentables. C'était déjà anecdotique, c'est un petit peu même cocasse. Je l'avais signifié aux autorités à l'époque. Vous n'avez pas d'organisme investisseur au sein de l'État. Le ministère des Finances ne peut pas se prévaloir d'un investissement en dehors du budget d'équipement. Donc vous ne pouvez pas dire aux gens, nous allons vous rétribuer sur les bénéfices d'un projet inexistant. À la fin, au 30 juin, on se retrouve avec 327 milliards de dinars injectés directement dans le déficit budgétaire, ce qui était prévisible de toute façon. C'est un peu plus il y a des chiffres plus récents qui ont été donnés par le ministère. Non, les plus récents, c'est 576. À la clôture de l'opération. Voilà, les fameux 576 milliards, oui. Il faudrait voir la provenance. Est-ce qu'on n'a pas ponctionné nos propres fonds? Parce que quand une entreprise privée ou publique détient des bons de caisse d'une banque ou place sa petite épargne à 3% dans une banque, et monsieur le trésorier vient avec ses 5,75 promettre au mieux, la banque, qu'est-ce qu'elle Cet argent, on nous dit qu'à peu près il y a 400 milliards de dinars qui viennent des banques et c'est le résultat de l'effort qui a été fait. De la migration. Ça a mis ces banques en difficulté. Moi, j'ai rencontré un cadre. Ça les a pas mis en difficulté apparemment, puisque c'est le résultat d'une opération de révision des réserves obligatoires. Et non, justement, ce n'était même pas au niveau de réserve, c'est la trésorerie. Moi, je parle difficulté de trésorerie, pas difficulté comptable, d'équilibre. La trésorerie immédiate. Ces banques pratiquement travaillaient avec ces 400 milliards. C'était des placements de particuliers et d'entreprises publiques. Quand le Trésor a réclamé cet argent, il fallait quand même le provisionner, le mobiliser pour le Trésor. Les banques ont été obligées de se refinancer. Il y a les situations de la Banque d'Algérie, les reprises de liquidités, elles ont baissé automatiquement pour essayer de compenser justement cette perte au niveau des banques primaires. Quand on veut financer l'économie, je crois que les banques sont la première courroie de financement. Le Trésor ne peut pas se prévaloir de financer la relance économique en ponctionnant les banques. Il se trouve que même ces banques elles-mêmes, sur leurs propres réserves, elles ont été achetées sur injonction, bien sûr, des bons du Trésor.
Monsieur, alors vous avez écrit à un moment donné que cette gymnastique qui a été faite n'était pas nécessaire et qu'il aurait peut-être mieux valu laisser le Trésor public s'endetter directement auprès de la Banque d'Algérie. Bon, pour un montant de 3 ou même 16 milliards de dinars, c'était envisageable. De toute façon, c'était envisageable et ça s'est même passé. Après ça, le Trésor s'est quand même endetté auprès de la Banque d'Algérie, parce que si je constate les situations au 31 août, la situation de la Banque d'Algérie au 31 août, je trouve que le compte créditeur du Trésor a augmenté quand même de 500 milliards de dinars. Il est passé à 1400 milliards de dinars. Il y a à l'actif de la Banque d'Algérie, il y a deux autres 276 milliards de dinars comme emprunt temporaire, bien sûr, sur 8 mois pour le Trésor. Et je trouve qu'ils ont ponctionné les provisions de la Banque d'Algérie. Monsieur Ettali, vous avez même le relevé qu'au moment où ça s'est fait, il y avait pas de... Le texte, il a été abordé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017. Il doit entrer en vigueur dans 3 ou 4 jours. Ça s'est fait en avance. Et ce que je constate dans les situations, c'est que l'opération s'est faite en avance. Et ce n'est pas le fonds de régulation qui a été augmenté. D'ailleurs, dans le projet de loi de finances lui-même, pour les prévisions, on a présenté 2 colonnes. Loi de finances 2016, loi de finances 2016 révisée. Alors, il y a 600 milliards de dinars dans la loi de finances 2016 révisée dans les ressources ordinaires de l'État. C'est exceptionnel. Monsieur Ettali, de manière plus méthodique, là, on se rend compte quand même que pour financer ses déficits publics, le gouvernement n'arrive pas à recourir finalement à une autre épargne que celle qui est visible et mobilisée dans les circuits. C'était le cas, on vient d'en faire le point sur cette opération de mise en conformité, qui n'est pas si anecdotique que ça, parce que à l'époque, monsieur Belkhelfla avait beaucoup misé dessus. Hein, on s'en rappelle. Et puis l'emprunt national, on avait dit, nous, ici, à Interface Média, dans l'invité du direct, avec nos invités, c'est une machine, watch machine. C'est-à-dire qu'elle va laver l'argent sale parce que il y avait cette disposition, bon porteur, donc, qui garantissait l'anonymat. Et donc, là aussi, il y avait un appel du pied pour l'argent de l'informel. Et, bis repetita, échec. Mais justement, cet appel du pied à l'argent de l'informel à travers les fameux bons anonymes, ils ont été court-circuités par la première opération, parce que l'une n'annulait pas l'autre. Oui, elles sont télescopées. C'était deux opérations qui étaient censées être complémentaires. Mais comme le bonhomme, il est toujours sur la suspicion déjà, il doit payer les 7% et prouver l'origine de l'argent avant de passer au bon anonyme. Donc déjà, l'anonymat de ce fameux bon, il a été court-circuité au départ par l'autre dispositif. Il y avait un dispositif de trou. Quand un État cherche de l'argent, et en plus il cherche pratiquement à ramener à la surface tout ce qui lui a échappé pendant je ne sais pas combien d'années, la logique voudrait qu'on fasse le maximum de concessions. On l'a bien fait avec d'autres segments sociaux autrement plus dangereux que... Alors, Monsieur Ettali, est-ce que c'est pas ce qu'on a fait justement ? On a essayé de lancer cette opération de mise en conformité fiscale. Elle n'a pas marché pour les raisons que vous avez évoquées, mais surtout peut-être aussi pour l'histoire du prélèvement de 7%, etc. On est passé à une opération, disons, qui était beaucoup plus avantageuse pour l'épargnant, puisqu'il n'y avait pas de prélèvement. Non seulement il n'y avait pas de prélèvement, mais il y avait même des taux d'intérêt avantageux. Donc, est-ce que dans ce domaine, il n'y a pas une démarche pragmatique de l'exécutif ? Justement, c'est que l'exécutif n'a pas annulé ni les 7%, ni les conditionnalités de la première opération pour passer à la deuxième. Oui, mais elle est tombée, disons... Oui, mais à l'application. Oui, mais à l'application dans la pratique, moi, à la radio Algérie Internationale, à l'époque, j'avais en face de moi le directeur général de la dette publique. Monsieur Olaseb. Monsieur Olaseb a expliqué que les deux opérations ne se court-circuitaient pas et l'une n'annulait pas l'autre. Que le monsieur qui devait acheter le fameux bon ou prêter à l'État devait avant tout apurer sa situation en matière de mise en conformité fiscale volontaire. Le problème qui se posait aussi, c'est qu'il devait se conformer aux deux fameux alinéas de l'article qui précisaient que l'argent ne devait pas être d'origine criminelle, trafic de drogue. Le problème ne se pose maintenant. Donc finalement, l'anonymat était annulé, quoi. Voilà, de certaine façon. De facto. Oui, donc les gens ne mettent pas leur argent dans des opérations dont ils ne connaissent pas la fin. Ils ne connaissent pas exactement quelle est leur destinée finale. Et ce n'était même pas à l'État de prouver qu'ils étaient criminels, mais c'était à eux de prouver l'inverse. C'est pas évident. Hassan Hadou, je pense qu'on a fait le maximum de concessions. Vous dites qu'il aurait fallu faire cette concession-là, peut-être de plus. Maintenant, si les concessions ne marchent pas, est-ce qu'on peut pas envisager, Monsieur Ettali, une autre démarche qui ressemble un peu à ce qui se fait dans d'autres pays? Le Venezuela vient de changer de billet pour se refinancer la banque du Venezuela. Bon, on voit le chaos que ça a provoqué. Hassan Haddouche n'aime pas beaucoup ces méthodes, mais est-ce qu'on peut pas un jour envisager, et d'ailleurs peut-être plus tôt que plus tard, d'en arriver à cette extrémité? Bon, déjà entre parenthèses, le Venezuela n'est pas franchement parlé l'exemple à suivre. Non, je suis en train de dire. Non, je suis bien en train de dire que ça s'est fait ailleurs. Pour ce qui est de changer une monnaie pour essayer de récupérer le maximum de fonds
qu'on considère comme étant occultes dans la société. Le problème, il faudrait revenir à la genèse de la création de ces fameux cumuls de fonds qui échappent à la sphère visible. Parce que réellement, cet argent n'a pas disparu. Il n'est pas dans la nature. Quand on a émis pour 4500 milliards de dinars de monnaie fiduciaire, et qu'on génère un informel, ne se fait pas sur le structural, il se fait sur le fiduciaire. Moi, je suis étonné quand quelqu'un me dit, nous avons 40 milliards de dollars dans la nature. Vous n'avez émis que ça. Quand on a émis que ça, qu'est-ce qu'il y a dans nos poches alors? Qu'est-ce qu'il y a au trésor? Qu'est-ce qu'il y a dans les banques? Il faut être quand même sérieux. Moi, j'estime à 1200... Vous voulez dire c'est pas de l'argent dormant, ça? C'est pas de l'argent dormant. C'est comme un circuit pratiquement. Un circuit hydraulique, il y a des moments où il y a des segments obscurs, mais il revient. C'est un argent qui travaille, en fait. C'est un argent qui travaille et qui circule rapidement. Ces fameuses importations, pourquoi elles ont pris pratiquement une progression exponentielle? C'est les plus-values prélevées dans la société, souvent en Loire, qui reviennent pour de nouvelles ouvertures de crédit, pour de nouvelles importations. Moi, ce qui m'étonne, c'est comment l'État n'est pas arrivé à appréhender tous ces montants-là en voyant le volume d'affaires de ces importateurs, enfin de ces revendeurs, augmenter au fur et à mesure d'une année à l'autre. D'où sort l'argent avec lequel ces gens-là sont passés pratiquement de 29 milliards de dollars en 2008 à 45 milliards comprimés en 2017. On a bien compris. Monsieur Itali, je voudrais, pour terminer peut-être clore ce chapitre, parce que j'ai du mal à m'insérer dans votre raisonnement. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire, ce qui à mon avis est juste, que l'argent de l'informel, c'est pas de l'argent dormant, c'est de l'argent qui travaille, c'est de l'argent qui circule vite, etc., qui fait même boule de neige rapidement. Vous voulez dire que l'État n'a pas à chercher à le récupérer, cet argent-là, parce qu'il travaille bien, en fait? Non, l'État... Il faut laisser les gens travailler avec cet argent-là. Et l'État, comment est-ce qu'il doit s'insérer dans ce circuit-là? L'État n'a pas à voir cet argent sortir du port le plus normalement du monde, le plus tranquillement du monde, sous forme de produits, et courir derrière dans les vergers et les ruelles d'Alger, voilà, pour essayer de le récupérer, alors qu'il est sorti en centaines de milliards, faut le portail, sous le regard placide de plusieurs organismes institutionnels. Douane, il doit intervenir en amont et comment? Mais ça, c'est un circuit. Mais en amont. La plupart des gens qui ont fait passer leur chiffre d'affaires, par exemple, d'1 milliard de dinars en 99 à 100 milliards de dinars sur des produits pratiquement en surfacturation, d'où sort parce qu'il faut bien qu'il y ait un équivalent fiduciaire. En général, ils ne travaillent pas avec des structurales. Qui fait fiscalement parlant, si on additionne la progression de ces chiffres d'affaires, on ne déclaré, non? Oui. C'est quand même curieux que quelqu'un, au niveau des banques, il arrive à domicilier des montants qui montent. Monsieur Itali, est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec vous-même, là? Tout à l'heure, vous nous avez dit, la fiscalité ordinaire en Algérie, les gens sont surpressurés, etc. Et là, c'est peut-être votre formation d'inspecteur des impôts. Vous nous dites, ah non, il faut pas les gens qui ont 10 milliards, ils sont à 100 milliards. Moi, ma logique est autre. Je ne vais pas prendre celui que j'ai appréhendé avec 100 milliards, 40%, non. Moi, je vais essayer d'inviter tout ce bon monde-là, moyennant 10%, à ce qu'on s'y retrouve avec une fiscalité raisonnable que tout le monde pourra payer. On peut faire de la rétorsion quand la fiscalité ne sera pas vraiment quelque chose qui coule, particulièrement pour les producteurs. Il n'y a pas une fiscalité spécifique pour les producteurs. Vous voulez baisser l'imposition, là? Pour les producteurs, si. Moi, je ferai pratiquement mais pas sur les droits de douane. Sur les droits de douane pour les inputs, ce sera d'autres taux, de toute façon, que sur les produits finis. Oui. Il faut être logique. C'est déjà le cas, non? Oui, mais ce n'est pas des exonérations ponctuelles. Il faut une fiscalité à part, un régime général et un régime particulier pour tout ce qui produit en fonction du taux d'intégration. Très bien. Oui, alors, vous avez donc, on va avancer, vous avez donc fait des prévisions pour 2016, on vient de se rendre compte que pour la plupart, elles ont été vérifiées, et vous dites pour 2018, vous avez d'autres prévisions. Le gouvernement est plutôt optimiste, il prévoit dans la trajectoire budgétaire un quasi-retour à l'équilibre en 2018. 2019, moins 0,2. 1,9, oui. 1,9%. Ce qui est dans le cadrage de Maastricht. Si on était un État membre de l'Union européenne, on serait félicité par la Commission de Bruxelles. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste, cette projection? On serait félicité à Bruxelles en 2019 si jamais cela s'avérait vrai. Ceci dit, quand on voit les grands agrégats qui nous ont menés à cette conclusion de réduction drastique des déficits budgétaires, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un budget de fonctionnement qui reste statique sur 3 ans, à peu près à 4500 milliards de dinars. Un taux de change qui reste statique, ce qui est quand même curieux.
vu la progression de nos ponctions sur nos réserves en dollars. Nous avons aussi en contrepartie des budgets d'équipement de plus en plus faibles, ce qui est extrêmement dangereux par les temps qui courent, parce que le budget d'équipement est générateur de fiscalité aussi, mais aussi générateur d'emploi dans un secteur qui est vraiment important, qui est très lourd en matière d'emploi. Parce que quand on parle, quand l'ONS présente les statistiques de l'emploi, le bâtiment et les travaux publics, c'est lourd comme employeur. Diviser un petit peu le plan de charge sur les 3 prochaines années par 3, ça va se répercuter en la matière. Sans compter qu'on table sur un baril à $60, ce qui reste à vérifier sur 3 ans. Dans 3 ans. Ceci dit, normalement, si on suivait cette logique-là, en 2013, on aurait pu tabler sur un baril à $200 dans 3 ans, comme l'a fait l'ex-ministre de l'énergie, on est en pleine catastrophe, en pleine tempête à l'époque, quand en juillet 2015, $200. On parle de M. Youssef. Voilà, et ceci dit, $200, on les attend. Hein, ça risque pas de revenir d'ici le siècle prochain. Donc, moi, je ne table jamais sur des perspectives optimistes dont je ne détiens pas les facteurs objectifs entre mes mains. Alors, on peut dégrossir et prendre facteur par facteur. Monsieur Itali, je veux dire, l'exercice qui consiste à définir une trajectoire budgétaire, c'est par définition un exercice de prévision. Bon, ça suppose un certain nombre d'hypothèses. Bon, on peut pas avoir des éléments objectifs entre les mains puisqu'on parle de l'avenir. Ceci dit, les hypothèses les plus pessimistes sont les plus efficaces en matière de projection, surtout en période de crise ou en période de tempête. Parce que si jamais elles se vérifiaient pas, ce serait la bonne surprise, bien sûr. Mais si on fait les hypothèses du gouvernement, qui ont non seulement permis de faire passer le cours du baril quand même d'un moyen de 45 en 2016 à 60 en 2019, plus la production qui augmente jusqu'à atteindre 18% de la production actuelle, et Dieu sait qu'il faut des investissements lourds pour augmenter la production de 18%. Et encore faudrait-il que nos engagements avec l'OPEP et compagnie soient révisés à la hausse aussi. Hein. Très bien. Donc vous considérez que les hypothèses qui sont faites dans le modèle économique, ce qu'on appelle vulgairement le modèle économique, en fait dans la trajectoire budgétaire, sont des hypothèses irréalistes. Alors irréalistes, tiens, du point de vue du cours du baril et de la production pétrolière, irréaliste aussi dans quel domaine ? Vous dites budget de fonctionnement. Je peux poser la question de manière plus précise. Les budgets d'équipement et de fonctionnement, c'est réaliste. Pourquoi ? Parce que les budgets d'équipement, c'est nous qui les restreignons. Mais c'est catastrophique. Elles sont réalistes parce que le gouvernement est prêt à le faire. Il n'a pas le choix. Comme il est coincé sur le fonctionnement, il s'est rabattu sur l'équipement. Moi, personnellement, j'aurais préféré élaguer certaines dépenses dénommées transferts sociaux. Enfin, faussement, un peu pour moi, transferts sociaux dans le budget de fonctionnement. Éliminer certains intérêts, par exemple, versés aux banques sur l'ancienne dette par le Trésor, alors que c'est ses propres banques qui l'a recapitalisé de toute façon au budget d'équipement, que d'aller attaquer directement le budget d'équipement qui produit pratiquement 1 million d'emplois par an dans l'état actuel des choses et qui produit quand même une bonne partie de la fiscalité. Donc il va ressentir le coup. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que les ressources ordinaires ont augmenté sans qu'il y ait aucune prévision d'augmentation des taux ni d'augmentation de l'assiette, comme on en parlait. Les importations... Enfin, il y a une augmentation des taux, des 2% de la TVA. Non, mais les 2% de la TVA, c'est 110 milliards de dinars. On fait les prévisions de la DGI. Et comme il y a 50% de fraude d'après eux, donc 550 millions de dinars, c'est pour milliards de dinars, c'est pour les autres. Oui, il faut bien calculer comme ça. Donc, c'est un point pour la DGI et un point de l'Ulma et compagnie. Ça tient pas la route aussi. Vous dites que le budget d'équipement va diminuer. C'est pas mais c'est eux qui vont diminuer. Il a diminué déjà. Non, ça c'est pas irréaliste puisque ça va se faire. Mais c'est eux-mêmes qui font le catastrophe parce que ce qui est réaliste, c'est d'attendre une fiscalité après avoir élagué les 2/3. Un budget lui-même générateur d'une bonne partie de la fiscalité. Alors le budget de fonctionnement, vous nous dites quoi ? Il faudrait plutôt réduire les dépenses du budget de fonctionnement. Bon, il y a quand même dans la loi de finances 2017 des prévisions de réduction du budget de fonctionnement. On nous annonce 60 milliards de dinars de moins sur la masse salariale, 11,7% de diminution des transferts sociaux. C'est des blagues, ça. Moi, je prends les grands agrégats. 4590 milliards de dinars qui sont devenus 4500. Donc, il y a 90 milliards de dinars qui vont disparaître. Les 90 milliards de dinars représentent grosso modo, au cours actuel, 850 millions de dollars.
Oui, oui. Et 850 millions de dollars sur un budget de fonctionnement de 42 milliards de dollars, c'est pas vraiment Oui, mais irréduction. ça c'est en dinars courant. Ouais, Hein. mais Donc d'accord, en constant, ça fait beaucoup moins. Oui, mais ça quand fait une vous division voyez plus de l'autre importante. côté que pour 2017, le budget d'équipement, il a fondu. C'est Alors, un élagage. Monsieur Etali, vous avez pointé donc ce risque systémique qui est la baisse, on vient d'en parler, du budget d'équipement qui risque de réduire l'assiette de la fiscalité ordinaire, hein, et aussi de l'emploi, c'est-à-dire pas seulement des finances publiques, mais aussi de l'activité elle-même. Et il y a un autre aspect dans la trajectoire budgétaire que vous avez pointé également, c'est la difficulté à marier une politique de réduction des importations avec un maintien, donc une croissance de la fiscalité ordinaire, sachant que la TVA sur les importations représente grosso modo 40%. Hassan va me dire tout de suite, Avec les droits de 39% avec les droits de douane, avec droits de douane inclus. Droits de douane inclus. Alors, est-ce que ce risque, vous considérez qu'il est aussi important qui va empêcher la fiscalité ordinaire d'être au niveau de la prévision? Ce qu'il ne faudrait pas aussi oublier, c'est que ce poste-là de TVA et de droits de douane au port, ça induit le reste de la fiscalité. Nous n'avons pas un taux d'intégration énorme, donc le gros de notre fiscalité interne, quand on parle de TVA intérieure, une partie vient des prestations, qui sont elles-mêmes réalisées sur des inputs importés. Une autre partie vient directement de l'achat-revente sur les quelques marges appréhendées chez les grossistes et les importateurs du même produit taxé au port en matière de TVA. Donc on peut dire que 80% de la TVA interne, en dehors de celle qui vient des travaux publics, bâtiments, enfin des prestations, c'est déterminé par l'importation. Elle est déterminée par l'importation. Donc on ne va pas s'arrêter à ces 42%. À part 22% d'IRG sur salaire, dans lesquels, bien sûr, l'État se paye lui-même, grosso modo, quelque chose comme 15%. Monsieur Aïtiali, alors, tout à l'heure, on a bien compris que vous dites que l'État prend un risque en réduisant autant le budget d'équipement. Est-ce que l'État prend aussi un risque en voulant réduire beaucoup les importations, si on vous suit? Non, l'État n'a pas d'autre choix, parce que s'il ne réduit pas les importations, là, ce n'est plus des choix. C'est un arbitrage entre balance des paiements et financement du déficit budgétaire. Ce qui m'a dérangé, c'est quand une fois quelqu'un m'avait dit on va sortir de la rente pétrolière. Je lui ai dit c'est lui qui est sorti de nous, c'est pas nous qui avons sorti. Est-ce qu'il y avait on présente des situations de facto comme des choix, mûrement réfléchis. Je fais de l'austérité. C'est pas d'austérité, c'est la dèche. L'austérité, c'est quand le baril était à $114, on aurait pu faire tarcher de la bonne gouvernance. Essayer d'orienter le gros des investissements publics vers pratiquement la création d'infrastructures de base à potentiel économique, vers la relance de nos raffineries, qui pendant 10 ans, jour après jour. Monsieur Ali, pardon, excusez-moi. Si on évite de se disperser. Bon. Vous nous dites, il y a une trajectoire budgétaire qui a été définie sur les 3 ans. Bien. Il y a des prévisions qui sont faites immédiatement pour 2017. Ces prévisions immédiates pour 2017, c'est un budget de l'État dans lequel les dépenses sont à hauteur de... 6 800 milliards de dinars global. Bon, donc c'est une diminution des dépenses. C'est une diminution des dépenses. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? Vous avez écrit récemment que on avait fait exploser les dépenses publiques depuis 10 ans et que c'était une catastrophe. Bon, maintenant on les diminue, c'est aussi une catastrophe. Mais on les diminue pas parce qu'on a décidé de les diminuer, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais on les diminue. Mais on les diminue. De toute façon, d'ici 2018, on va vraiment les diminuer encore plus sérieusement, parce que si jamais le déficit budgétaire de 2017, que je ne prévois pas comme le gouvernement, qui risque d'être un peu plus gros, celui du gouvernement. Celui du gouvernement est si jamais on les dit, Monsieur Aïtali. Attendez. Le déficit budgétaire 2017 nous intéresse. Ouais. Vous pensez que l'écart entre la prévision du gouvernement et ce que vous attendez est important? Au moins pratiquement de 800 milliards de dinars. Alors, parce que le problème qui va se poser, le gouvernement, ce qu'il n'a pas dit, il s'est endetté vis-à-vis des entreprises locales sans s'endetter réellement dans ses soldes comptables. Quand vous avez des situations chez les entrepreneurs et les fournisseurs de lait, c'est pas des retards, pratiquement, c'est des refus de paiement. Il y a des entrepreneurs depuis 7 mois, mais chef d'or. Il y a des grèves qui ont démarré. Ces entreprises-là, elles ont quelque chose comme 3 ou 4 milliards de dollars sur l'État comme créance. Mais ils ne les considèrent pas comme créance à partir du moment où le contrôleur financier ne considère comme déficit du trésor que ce qu'il a payé. Mais là, je crois que toute situation de travaux signés, tout attachement signé, même s'il n'arrive pas au contrôleur financier. Ça, c'est une situation nouvelle, ça, à l'époque où vous étiez au ministère des Finances?
une dette à oui. l'époque, mais Ah à oui. cette époque-là, c'était à plus petite échelle. Parce que moi, j'entends parler de ça depuis 20 ans. Oui, moi. non, mais ça a été apuré, même quand il y a eu l'embellie pétrolière, on avait mis les choses à plat. Mais maintenant, cette fois-ci, c'est extrêmement dangereux. Ce n'est plus les mêmes niveaux. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une forme d'endettement caché? Évidemment, c'est une forme d'endettement caché. De toute façon, c'est une dette. Il faut bien la régler à ses propriétaires. Un jour ou l'autre, il faut bien régler ses factures. Quand? Et il y a des entreprises qui, pratiquement, vont mettre la clé sur la porte. Là, c'est dangereux. Tout à l'heure, vous nous avez dit, c'est ce que tout le monde répète depuis quelque temps, tout le monde répète depuis un an, depuis qu'on a commencé à diminuer depuis 1 an et demi, depuis que l'État a commencé à vouloir réduire ses dépenses. Bon, lorsque les dépenses explosaient, tout le monde disait que c'était une catastrophe. Maintenant qu'on réduit les dépenses, on nous dit que c'est une catastrophe. Bon, maintenant tout le monde nous dit, il faut pas toucher aux dépenses d'équipement, il faut toucher aux dépenses de fonctionnement. Mais les dépenses de fonctionnement, quelles sont? Là, vous êtes en train de nous dire que les dépenses de fonctionnement, il faut les augmenter, puisque vous dites, il faut payer les arriérés, etc. Non, quels arriérés? C'est pas les fonctionnaires, Hassan. C'est les investissements. Non, je regrette une créance. Il souffre. Les crédits de paiement pour le budget de fonctionnement, ils sont inscrits pratiquement les autorisations de programme initial. Ce n'est pas du fonctionnement. Quelles sont les dépenses de fonctionnement sur lesquelles on peut gagner? Quelles sont les dépenses de fonctionnement sur lesquelles on peut... Dites-nous, faites-nous des propositions concrètes. Écoutez, faites-nous des propositions concrètes. De toute façon, quelles sont les dépenses de fonctionnement qu'il faut diminuer? Les fameux transferts sociaux, ils sont à réviser à zéro. Et il faudrait éventuellement ordonner aux entreprises publiques pétrolières de revoir leur politique de vente des hydrocarbures au lieu de soutenir les hydrocarbures et les carburants sur le dos de Naftal et Sonatrach. Moi, je préférais encore augmenter un petit peu chouïa et que le Trésor public se finance, parce qu'il est propriétaire de cette boîte, se finance en ressources exceptionnelles en augmentant les carburants qui, de toute façon, servent... Donc les carburants, on les augmente pas suffisamment? Pas du tout. Pas suffisamment. De toute façon, on finira. Moi, si un jour on se retrouve dans l'obligation de financer nos déficits par un endettement extérieur, avec une garantie d'un organisme financier quelconque, on ne va pas faire des augmentations progressives, il va nous exiger, comme condition sine qua non, de reprendre toute une quinzaine d'années de non-augmentation le même jour, qu'est-ce qu'on dira? Alors, on a parlé, est-ce qu'il faut augmenter aussi le prix, les tarifs de l'électricité, les tarifs de l'eau? Justement, pour revenir à l'électricité, l'électricité n'est pas vraiment un poste aussi lourd que les carburants. Moi, j'aimerais commencer déjà par les carburants parce que ça ne touche pas directement tous les ménages. Et il y a aussi nos voisins, nos chers voisins qui nous fonctionnent. Donc il y a des priorités. La priorité, c'est le carburant. Très bien. Est-ce qu'il faut toucher au prix du lait, au prix de le lait, le pain? Je l'ai dit sur tous les plateaux, je l'ai répété. Cette histoire de lait et de pain profite beaucoup plus à toutes sortes, toute une forme de parasites et d'industriels et des véreux pour certains qu'aux principales cibles intaha. Ce n'est pas un sachet de lait que demande l'Algérien, quand même. Soyons sérieux, c'est pas avec 40 dinars par jour. Monsieur Etali, 2017, on a bien compris, donc déficit plus important que ce qui est prévu. 2018-2019, comment vous pensez le déficit toujours plus important et surtout comment vous pensez que... Moi, j'ai une question sur le mode de financement. Le mode de financement, on a bien vu que là, on commence à atteindre déjà très vite les capacités de lever des fonds sur le marché domestique. Il y aura un plus grand recours à l'endettement international. Ça aussi, on est au tout début, mais on ira plus vers cette solution. Est-ce que finalement le plus gros des recours il est du côté de la Banque d'Algérie, du refinancement monétaire et de l'inflation? Oui, mais le problème qui se pose justement, si on a recours à la Banque d'Algérie, pratiquement la masse monétaire va enfler. On va émettre beaucoup de dinars, parce que si on doit émettre assez de dinars pour combler ces trous sans aucune contrepartie à l'actif de la Banque d'Algérie, je vous laisse deviner un petit peu la valeur du dinar. Ma question c'est, est-ce que c'est pas vers ça qu'on est en train d'aller? Et non, justement, si on va vers ça, le gouvernement va réaliser ses prévisions budgétaires en matière de déficit, mais il va les réaliser dans un champ dans un cimetière, quoi. Si on doit réduire le SMIC algérien à $90, là, il faudrait assumer ou même des répercussions parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de venir à 8 heures avec $90 par mois. Je voudrais poser une question à un technicien. Est-ce qu'à votre connaissance, parce qu'on parle de déficit, financement du déficit, là, en 2016, contrairement à ce qu'a dit tout à l'heure notre ami Hassan, en 2016, le déficit, il est financé pratiquement entièrement par la ponction sur les réserves du FRR, en gros, plus un petit peu l'emprunt obligataire, mais essentiellement FRR refinancé par la Banque d'Algérie en juillet. Peu importe. FRR
FRR, Oui. Hassan Hadouche. Non, mais tu m'as cité FRR refinancé frauduleusement par la Banque d'Algérie en juillet. Mais non, pas frauduleusement, c'est une pratique économique. Dans l'endettement, c'est pas une opération frauduleuse. Frauduleusement, c'est pas prévu par la loi, ça s'est fait alors que la loi ne le permet pas. Frauduleusement, Hassan, tu fais attention. Non, nous avons la situation 2016, justement. C'est à toi de faire attention. Tu Attendez, accuses la Banque d'Algérie. 600 millions de dollars, 500 millions de dinars, c'est frauduleux. C'est pas frauduleux. Ils n'ont pas le droit. La Banque d'Algérie n'a pas respecté ses propres règlements. Je reviens à ma question. La Banque d'Algérie, elle finance comment le Trésor? Très rapidement, monsieur Ettali. Bon, en 2017, donc, on va, l'année dernière, on a financé le déficit avec essentiellement les ressources du FRR. Est-ce qu'à votre connaissance, sur le plan technique, le FRR, est-ce qu'il disparaît en 2017? Est-ce qu'il a été fermé, le FRR? Non, mais de toute façon, le texte de loi pour 2017 ne prévoit pas sa liquidation juridique. Ceci dit, il a disparu de facto. Il lui reste 740 milliards de dinars qui sont le plancher qui va sauter, justement, en vertu d'un article de projet de loi pour 2017. Le plancher, mais quand on fait sauter le plancher, donc c'est pour pratiquement pomper l'intégralité de ce qu'il y a dedans. Mais ce ne sera pas pour 2017. Le malheur, le problème qui se pose, c'est que moi je constate ici dans une situation de la Banque d'Algérie que le fameux FRR qu'au 30 juin, le ministère des Finances affichait à 740 milliards. Oui. Que le projet de loi de finances pour 2017 affiche aussi à 740 milliards, ne serait-ce que dans l'exposé des motifs. Oui. Le compte créditeur du Trésor auprès de la Banque d'Algérie, au 31 août 2016, il est de 1408 milliards de dinars, soit le double du solde du FRR. D'où proviennent ces 1408? Nous avons les 740 du fonds de régulation. Nous avons 276 milliards qui sont en emprunt auprès de la Banque d'Algérie, mais qui est régulier. Celui-là, compte courant débiteur du Trésor. Ça, c'est normal, à l'actif. Mais nous avons 600 milliards de dinars des provisions de la Banque d'Algérie qu'elle s'est constituée. Toutes ces provisions pour les risques. Eh ben, ces provisions ont été ponctionnées de 600 milliards de dinars qui sont montés d'une case vers le compte créditeur du Trésor. Alors que le texte de loi pour 2017 prévoit justement cette disposition pour la loi de finances 2017. Elle a été faite 6 mois avant. Mais c'est plus la important. question que je vous pose, c'est pas une question d'expert comptable que je vous pose. La question, c'est est-ce que le FRR, vous nous dites que l'année prochaine, le baril, il sera pas à $50. L'année prochaine, c'est $50, les prévisions du gouvernement. C'est pas $60, hein. C'est $50. C'est $50. C'est les prévisions du gouvernement. C'est sur cette base-là qu'a été élaboré le projet de loi de finances 2017. Si le baril est à $60, ce qui est pas impossible du tout, puisque c'est ce que nous annonce l'Arabie Saoudite. Alors bon, qu'est-ce qui va se passer pour le FRR? Il va être réactivé. Il va être réalimenté. Il n'y a aucun texte, de toute façon, qui prévoit... il n'a pas disparu, le FRR. Bon, très bien. Non, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Non, le compte lui-même, avec son numéro au Trésor, il n'a pas disparu. Il faut un texte de loi qui prévoit sa disparition. Et son système d'alimentation existe toujours, c'est-à-dire le prix de référence de $37 existe toujours. Non, pas le prix de référence. On est à 50 et la loi de finances. Ça, non, ça c'est le prix du marché. Est-ce que le prix du marché et le prix de référence est le même? Non, même la loi de finances, elle a prévu $50 comme fiscalité pétrolière. Comme fiscalité pétrolière, comme prix de référence. Comme prix de référence. Comme prix de référence pour le FRR, pour le fonctionnement du FRR. Non, pour la loi de finances elle-même. Prix de marché, oui, mais est-ce que le prix de référence pour le fonctionnement du FRR? Non, il n'y a pas 37 cette année, il y a 50. Les 50 sont inscrites à la loi de finances. J'en suis moins sûr que vous. Ah, si. Si le projet de loi de finances prévoit 50. Qu'est-ce qui va se passer? S'il rentre $1 de plus, il ira au FRR. Il n'y a pas moyen de le mettre ailleurs parce que ce compte n'a pas disparu. Donc ce compte n'a pas disparu. Oui, mais il sera ponctionné au fur et à mesure. Quand vous avez un trou de $30, si le dollar est si le baril est à $60. Bon, enfin, le baril est $60. Ça ne change pas grand-chose en matière. Hassan Hadouche a obtenu de haute lutte la survivance du FRR aujourd'hui, mercredi matin, dans l'invité du direct. Bravo pour la performance. Il y avait un troisième volet, mais on n'aura pas le temps de le traiter parce qu'on a dépassé déjà cette émission de 5 minutes à cause du FRR. Ma question, c'était quand même beaucoup, je voulais insister dessus, parce que ça intéresse les petits gens, les Algériens, les salariés. Le risque de dérapage de l'inflation pour financer le déficit budgétaire, vous l'évaluez comment, Monsieur Ettali? C'est la dernière question. Bon, personnellement, déjà, le taux d'inflation actuel, mensuel, tel que présenté par les organismes statistiques nationaux, ne me revient pas vraiment.
Parce que, il a grimpé à 6,2% le dernier trimestre. Là, on se rapproche un peu plus de la réalité. Ceci dit, avec le 4,4% là, depuis 2015, ça m'a paru quand même assez curieux pour un pays qui importe 70% de ses inputs et besoins, qui se retrouve avec une dévaluation de 30% de sa monnaie locale et un taux d'inflation. Et évidemment, si on joue sur des paniers de produits qui ne fluctuent pas trop, c'est les statistiques, ça, on peut leur faire dire exactement ce qu'on aimerait bien qu'elles disent. Mais donc risque inflationniste sérieux en 2017 déjà. De toute façon, le risque il est énorme. Si on n'a pas de créanciers extérieurs pour couvrir ces déficits, ou bien si on ne trouve pas un moyen de les éponger en s'attaquant aux dépenses non génératrices de production interne. Quand je parlais de ce fameux transferts sociaux, de certaines dépenses qui me paraissent pratiquement même destructrices de tout effort de production interne, l'inflation peut aller jusqu'à 2019, elle peut vraiment devenir galopante et peut-être même incontrôlable. On ne peut pas maintenir fixe un budget de fonctionnement et casser le seul budget qui permette de produire plus tard. Monsieur Ferhat Ali, expert financier, vous aurez terminé fidèle à votre réputation avec une très bonne nouvelle et une prévision réjouissante. Merci beaucoup d'avoir été le dernier invité du direct de cette année 2016. Merci beaucoup. Merci. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.